Hello vous! Je suis très heureuse et un peu émue de vous retrouver aujourd'hui pour la fin de Madame Bovary. Ça y est, aujourd'hui est la dernière vidéo lecture de cette œuvre de Flaubert. Ça a été une merveilleuse aventure de lire ça avec vous, de redécouvrir ce texte avec vous. Et ouais, ça fait un petit quelque chose de la laisser. Enfin, c'est déjà fait, puisqu'on l'a perdu la semaine dernière, mais de vous laisser aussi dans ce récit, de me dire que je vais arrêter de lire vos retours sous la vidéo, enfin bref. Du coup, n'hésitez pas, bien entendu, si vous découvrez ces vidéos plus tard, à me laisser des petits commentaires. Grâce à la merveilleuse machine qu'est YouTube, dès qu'un commentaire arrive, on a une notification, même si la vidéo date d'il y a 10 ans. Je vous demande pardon pour ma tête, je suis allée faire du vélo tôt ce matin et je suis encore un peu échevelée, etc. parce qu'on est sur une journée où il va faire 40 degrés. Là, on est encore à 30. Ça va, il n'est que 9 heures. Mais du coup, voilà, forcément, j'ai un faciès adapté à la saison. Est-ce que vous êtes prêts pour cette fin de Madame Bovary? J'espère, puisque de toute façon, on y est. Hein. Allons-y pour les 3 mini-chapitres restants. Il y a toujours, après la mort de quelqu'un, comme une stupéfaction qui se dégage, tant il est difficile de comprendre cette survenue du néant et de se résigner à y croire. Mais quand il s'aperçut pourtant de son immobilité, Charles se jeta sur elle en criant « Adieu! Adieu !» Homais et Canivet l'entraînèrent hors de la chambre. « Modérez-vous !»« Oui, disait-il en se débattant, je serai raisonnable, je ne ferai pas de mal, mais laissez-moi, je veux la voir, c'est ma femme !» Et il pleurait. « Pleurez !» reprit le pharmacien. « Donnez cours à la nature, cela vous soulagera. » Devenu plus faible qu'un enfant, Charles se laissa conduire en bas dans la salle, et M. Homais bientôt s'en retourna chez lui. Il fut sur la place accosté par l'aveugle, qui, s'est entraîné jusqu'à Yonville dans l'espoir de la pommade antiphlogistique, demandait à chaque passant où demeurait l'apothicaire. « Allons bon, comme si j'avais pas d'autre chien à fouetter, tant pis, reviens plus tard. » Et il entra précipitamment dans la pharmacie. Il avait à écrire 2 lettres, à faire une potion calmante pour Bovary, à trouver un mensonge qui pût cacher l'empoisonnement et à le rédiger en article pour le Fanal, sans compter les personnes qui l'attendaient afin d'avoir des informations. Et quand les Yonvillais eurent tous entendu son histoire d'arsenic qu'elle avait pris pour du sucre en faisant une crème à la vanille, Homais encore une fois retourna chez Bovary. Il le trouva seul, M. Canivet venait de partir, assis dans le fauteuil près de la fenêtre et contemplant d'un regard idiot les pavés de la salle. « Il faudrait à présent, dit le pharmacien, fixer vous-même l'heure de la cérémonie. »« Pourquoi ? Quelle cérémonie ?» Puis d'une voix balbutiante et effrayée. « Oh non, non, n'est-ce pas? Non, non, je veux la garder !» Homais, par contenance, prit une carafe sur l'étagère pour arroser les géraniums. « Oh, merci, dit Charles, vous êtes bon. » Et il n'acheva pas, suffoquant sous une abondance de souvenirs que ce geste du pharmacien lui rappelait. Alors, pour le distraire, Homais jugea convenable de causer un peu horticulture. Les plantes avaient besoin d'humidité. Charles baissa la tête en signe d'approbation. « Du reste, les beaux jours maintenant vont revenir. »« Oh !» fit Bovary. L'apothicaire, à bout d'idées, se mit à écarter doucement les petits rideaux du vitrage. « Tiens, voilà Monsieur Tuvache qui passe !» Charles répéta comme une machine. « Monsieur Tuvache qui passe. » Homais n'osa lui reparler des dispositions funèbres. Ce fut l'ecclésiastique qui parvint à l'y résoudre. Il s'enferma dans son cabinet, prit une plume, et après avoir sangloté quelque temps, il écrivit. « Je veux qu'on l'enterre dans sa robe de noces, avec des souliers blancs, une couronne. On lui étalera ses cheveux sur les épaules, 3 cercueils, un de chêne, un d'acajou, un de plomb. Qu'on ne me dise rien, j'aurai de la force. On lui mettra par-dessus tout une grande pièce de velours vert. Je le veux, faites-le. » Ces messieurs s'étonnèrent beaucoup des idées romanesques de Bovary, et aussitôt le pharmacien alla lui dire « Ce velours me paraît une superfétation. La dépense, d'ailleurs... »« Est-ce que cela vous regarde ?» s'écria Charles. « Laissez-moi. Vous ne l'aimiez pas, allez-vous-en. » L'ecclésiastique le prit par-dessous le bras pour lui faire un tour de promenade dans le jardin. Il discourait sur la vanité des choses terrestres. Dieu était bien grand, bien bon. On devait sans murmure se soumettre à ses décrets, même le remercier. Charles éclata en blasphème. « Je l'exècre, votre Dieu !»« L'esprit de révolte est encore en vous, » soupira l'ecclésiastique. Bovary était loin. Il marchait à grands pas le long du mur, près de l'espalier, et il grinçait des dents. Il levait au ciel des regards de malédiction, mais pas une feuille seulement n'en bougea. Une petite pluie tombait. Charles, qui avait la poitrine nue, finit par grelotter. Il rentra s'asseoir dans la cuisine. À 6 heures, on entendit un bruit de ferraille sur la place. C'était l'hirondelle qui arrivait.
Et il resta le front contre les carreaux, à voir descendre les uns après les autres tous les voyageurs. Félicité lui étendit un matelas dans le salon, il se jeta dessus et s'endormit. Bien que philosophe, M. Homais respectait les morts. Aussi, sans garder rancune au pauvre Charles, il revint le soir pour faire la veillée du cadavre, apportant avec lui 3 volumes et un portefeuille afin de prendre des notes. M. Bournisien s'y trouvait, et 2 grands cierges brûlaient au chevet du lit que l'on avait tiré hors de l'alcôve. L'apothicaire, à qui le silence pesait, ne tarda pas à formuler quelques plaintes sur cette infortunée jeune femme, et le prêtre répondit qu'il ne restait plus maintenant qu'à prier pour elle. « Cependant, reprit Homais, de 2 choses l'une, ou elle est morte en état de grâce, comme s'exprime l'Église, et alors elle n'a nul besoin de nos prières, ou bien elle est décédée impénitente, c'est je crois l'expression ecclésiastique, et alors… » Bournisien l'interrompit, répliquant d'un ton bourru qu'il n'en fallait pas moins prier. « Mais, oh, objecta le pharmacien, puisque Dieu connaît tous nos besoins, à quoi peut servir la prière ?»« Comment ?» fit l'ecclésiastique. « La prière ? Vous n'êtes donc pas chrétien ?»« Pardonnez, dit Homais, j'admire le christianisme. Il a d'abord affranchi les esclaves, introduit dans le monde une morale. Il ne s'agit pas de cela, tous les textes. Oh, quant aux textes, ouvrez l'histoire. On sait qu'ils ont été falsifiés par les jésuites. » Charles entra et, s'avançant vers le lit, il tira lentement les rideaux. Emma avait la tête penchée sur l'épaule droite. Le coin de sa bouche, qui se tenait ouverte, faisait comme un trou noir au bas de son visage. Les 2 pouces restaient infléchis dans la paume des mains. Une sorte de poussière blanche lui parsemait les cils, et ses yeux commençaient à disparaître dans une pâleur visqueuse qui ressemblait à une toile mince, comme si des araignées avaient filé dessus. Le drap se creusait depuis ses seins jusqu'à ses genoux, se relevant ensuite à la pointe des orteils. Et il semblait à Charles que des masses infinies, qu'un poids énorme pesait sur elle. L'horloge de l'église sonna 2 heures. On entendait le gros murmure de la rivière qui coulait dans les ténèbres au pied de la terrasse. M. Bournisien, de temps à autre, se mouchait bruyamment, et Homais faisait grincer sa plume sur le papier. « Allons, mon bon ami, dit-il, retirez-vous, ce spectacle vous déchire. » Charles, une fois parti, le pharmacien et le curé recommencèrent leur discussion. « Lisez Voltaire, disait l'un. « Lisez Dolbach, lisez l'encyclopédie. »« Ah, lisez les lettres de quelques juifs portugais, disait l'autre. Lisez la raison du christianisme par Nicolas, ancien magistrat. » Ils s'échauffaient, ils étaient rouges, ils parlaient à la fois sans s'écouter. Bournisien se scandalisait d'une telle audace, Homais s'émerveillait d'une telle bêtise, et il n'était pas loin de s'adresser des injures quand Charles tout à coup reparut. Une fascination l'attirait, il remontait continuellement l'escalier. Il se posait en face d'elle pour mieux la voir, et il se perdait en cette contemplation qui n'était plus douloureuse à force d'être profonde. Il se rappelait des histoires de catalepsie, les miracles du magnétisme, et il se disait qu'en le voulant extrêmement, il parviendrait peut-être à la ressusciter. Une fois même, il se pencha vers elle et il cria tout bas « Emma, Emma !» Son haleine fortement poussée fit trembler la flamme des cierges contre le mur. Au petit jour, Madame Bovary-Mère arriva. Charles, en l'embrassant, eut un nouveau débordement de pleurs. Elle essaya, comme avait tenté le pharmacien, de lui faire quelques observations sur les dépenses de l'enterrement. Il s'emporta si fort qu'elle se tut, et même il la chargea de se rendre immédiatement à la ville pour acheter ce qu'il fallait. Charles resta seul tout l'après-midi. On avait conduit Berthe chez Madame Homais. Félicité se tenait en haut dans la chambre avec la mère de François. Le soir, il reçut des visites. Il se levait, vous serrait les mains pour pouvoir parler, puis l'on s'asseyait auprès des autres, qui faisaient devant la cheminée un grand demi-cercle. La figure basse et le jarret sur le genou, ils dandinaient leurs jambes tout en poussant par intervalles un gros soupir. Et chacun s'ennuyait d'une façon démesurée. C'était pourtant à qui ne partirait pas. Homais, quand il revint à 9 heures, on ne voyait que lui sur la place depuis 2 jours, était chargé d'une provision de camphre, de benjoin et d'herbes aromatiques. Il portait aussi un vase plein de chlore pour bannir les miasmes. À ce moment, la domestique, Madame Lefrançois et la mère Bovary, tournaient autour d'Emma en achevant de l'habiller, et elles abaissèrent le long voile raide qui la recouvrit jusqu'à ses souliers de satin. Félicité sanglotait. « Oh, ma pauvre maîtresse! Ma pauvre maîtresse !»« Regardez-la !» disait en soupirant l'aubergiste. « Comme elle est mignonne encore! Si on ne jurerait pas qu'elle va se lever tout à l'heure !» Puis elles se penchèrent pour lui mettre sa couronne. Mais il fallut soulever un peu la tête, et alors un flot de liquide noir sortit comme un vomissement de sa bouche. « Oh mon Dieu, la robe, prenez garde !» s'écria Madame Lefrançois. « Aidez-nous donc !» disait-elle au pharmacien. « Est-ce que vous avez peur par hasard ?»
Moi, peur, répliqua-t-il en haussant les épaules. Ah, ben oui, j'en ai vu d'autres à l'Hôtel-Dieu quand j'étudiais la pharmacie. Nous faisions du punch dans l'amphithéâtre dissection. Le néant n'épouvante pas un philosophe. Et même, je le dis souvent, j'ai l'intention de léguer mon corps aux hôpitaux afin de servir plus tard à la science. En arrivant, le curé demanda comment se portait monsieur, et sur la réponse de l'apothicaire, il reprit. Le coup, vous comprenez, est encore trop récent. Homais le félicita de n'être pas exposé, comme tout le monde, à perdre une compagne chérie, d'où s'ensuivit une discussion sur le célibat des prêtres. Car, disait le pharmacien, il n'est pas naturel qu'un homme se passe de femme. On a vu des crimes. Oh, mes sabres de bois, s'écria l'ecclésiastique. Comment voulez-vous qu'un individu pris dans le mariage puisse garder, par exemple, le secret de la confession? Alors, Homais attaqua la confession. Bournisien la défendit. Il s'étendit sur les restitutions qu'elle faisait opérer. Il cita différentes anecdotes de voleurs devenus honnêtes tout à coup. Des militaires s'étant approchés du tribunal de la pénitence avaient senti les écailles leur tomber des yeux. Il y avait à Fribourg un ministre. Son compagnon dormait. Puis, comme il étouffait un peu dans l'atmosphère trop lourde de la chambre, il ouvrit la fenêtre, ce qui réveilla le pharmacien. « Allons, une prise, lui dit-il. Acceptez, cela dissipe. » Des aboiements continuent se traîner au loin quelque part. « Entendez-vous un chien qui hurle » dit le pharmacien. « On prétend qu'ils sentent les morts, » répondit l'ecclésiastique. « C'est comme les abeilles, elles s'envolent de la ruche au décès des personnes. » Homais ne releva pas ses préjugés car il s'était rendormi. Monsieur Bournisien, plus robuste, continua quelque temps à remuer tout bas les lèvres, puis, insensiblement, il baissa le menton, lâcha son gros livre noir et se mit à ronfler. Ils étaient en face l'un de l'autre, le ventre en avant, la figure bouffie, l'air renfrogné après tant de désaccords, se rencontrant enfin dans la même faiblesse humaine. Et ils ne bougeaient pas plus que le cadavre à côté d'eux qui avait l'air de dormir. Charles, en entrant, ne les réveilla point. C'était la dernière fois. Il venait lui faire ses adieux. Les herbes aromatiques fumaient encore, et des tourbillons de vapeur bleuâtre se confondaient au bord de la croisée avec le brouillard qui entrait. Il y avait quelques étoiles et la nuit était douce. La cire des cierges tombait par grosses larmes sur les draps du lit. Charles les regardait brûler, fatiguant ses yeux contre le rayonnement de leurs flammes jaunes. Des moires frissonnaient sur la robe de satin, blanche comme un clair de lune. Emma disparaissait dessous, et il lui semblait que, s'épandant au dehors d'elle-même, elle se perdait confusément dans l'entourage des choses, dans le silence, dans la nuit, dans le vent qui passait, dans les senteurs humides qui montaient. Puis tout à coup, il la voyait dans le jardin de Tostes, sur le banc, contre la haie d'épines, ou bien à Rouen, dans les rues, sur le seuil de leur maison, dans la cour des Berthaud. Il entendait encore le rire des garçons en gaieté qui dansaient sous les pommiers, la chambre était pleine du parfum de sa chevelure, et sa robe lui frissonnait dans les bras avec un bruit d'étincelles. C'était la même, celle-là. Il fut longtemps à se rappeler ainsi toutes les félicités disparues, ses attitudes, ses gestes, le timbre de sa voix. Après un désespoir, il en venait un autre, et toujours, intarissablement, comme les flots d'une marée qui déborde. Il eut une curiosité terrible. Lentement, du bout des doigts, en palpitant, il releva son voile. Mais il poussa un cri d'horreur qui réveilla les deux autres. Ils l'entraînèrent en bas dans la salle. Puis Félicité vint dire qu'il demandait des cheveux. « Coupez-en » répliqua l'apothicaire. Et, comme elle n'osait, il s'avança lui-même les ciseaux à la main. Il tremblait si fort qu'il piqua la peau des tempes en plusieurs places. Enfin, se raidissant contre l'émotion, Homais donna 2 ou 3 grands coups au hasard, ce qui fit des marques blanches dans cette belle chevelure noire. Le pharmacien et le curé se replongèrent dans leurs occupations, non sans dormir de temps à autre, ce dont ils s'accusaient réciproquement à chaque réveil nouveau. Alors M. Bournisien aspergeait la chambre d'eau bénite, et Homais jetait un peu de chlore par terre. Félicité avait eu soin de mettre pour eux sur la commode une bouteille d'eau-de-vie, un fromage et une grosse brioche. Aussi l'apothicaire, qui n'en pouvait plus, soupira vers 4 heures du matin. « Oh, ma foi, je me sustenterai avec plaisir !» Et l'ecclésiastique ne se fit point prier. Il sortit pour aller dire sa messe, revint, puis ils mangèrent et trinquèrent tout en ricanant un peu sans savoir pourquoi, excités par cette gaieté vague qui vous prend après des séances de tristesse. Et au dernier petit verre, le prêtre dit au pharmacien tout en lui frappant sur l'épaule « Nous finirons par nous entendre !» Ils rencontrèrent en bas dans le vestibule les ouvriers qui arrivaient. Alors Charles, pendant 2 heures, eut à subir le supplice du marteau qui résonnait sur les planches. Puis on la descendit dans son cercueil de chêne que l'on emboîta dans les 2 autres. Mais comme la bière était trop large, il fallut boucher les interstices avec la laine d'un matelas. Enfin, quand les 3 couvercles furent rabotés, cloués, soudés, on l'exposa devant la porte. On ouvrit toute grande la maison,
et les gens d'Yonville commencèrent à affluer. Le père Rouault arriva. Il s'évanouit sur la place en apercevant le drap noir. Chapitre 10. Il n'avait reçu la lettre du pharmacien que 36 heures après l'événement, et, par égard pour sa sensibilité, M. Homais l'avait rédigée de telle façon qu'il était impossible de savoir à quoi s'en tenir. Le bonhomme tomba d'abord, comme frappé d'apoplexie. Ensuite, il comprit qu'elle n'était pas morte, mais elle pouvait l'être. Enfin, il avait passé sa blouse, pris son chapeau, accroché un éperon à son soulier et était parti ventre à terre. Et tout le long de la route, le père Rouault, haletant, se dévora d'angoisse. Une fois même, il fut obligé de descendre. Il n'y voyait plus. Il entendait des voix autour de lui et il se sentait devenir fou. Le jour se leva. Il aperçut 3 poules noires qui dormaient dans un arbre. Il tressaillit, épouvanté de ce présage. Alors il promit à la Sainte Vierge 3 chasubles pour l'église et qu'il irait pieds nus depuis le cimetière des Bertaux jusqu'à la chapelle de Vassonville. Il entra dans Maromme en hélant les gens de l'auberge, enfonça la porte d'un coup d'épaule, bondit au sac d'avoine, versa dans la mangeoire une bouteille de cidre doux et renfourcha son bidet qui faisait feu des 4 fers. Il se disait qu'on la sauverait sans doute. Les médecins découvriraient un remède, c'était sûr. Il se rappela toutes les guérisons miraculeuses qu'on lui avait contées. Puis, elle lui apparaissait morte. Elle était là, devant lui, étendue sur le dos, au milieu de la route. Il tirait la bride, et l'hallucination disparaissait. À Quincampoix, pour se donner du cœur, il but 3 cafés, l'un sur l'autre. Il songea qu'on s'était trompé de nom en écrivant. Il chercha la lettre dans sa poche, l'y sentit, mais il n'osa pas l'ouvrir. Il en vint à supposer que c'était peut-être une farce, une vengeance de quelqu'un, une fantaisie d'homme en goguette. Et d'ailleurs, si elle était morte, on le saurait. Mais non, la campagne n'avait rien d'extraordinaire. Le ciel était bleu, les arbres se balançaient, un troupeau de moutons passa. Il aperçut le village, on le vit accourant tout penché sur son cheval qu'il bâtonnait à grands coups et dont les sangles dégouttelaient de sang. Quand il eut repris connaissance, il tomba tout en pleurs dans les bras de Bovary. « Ma fille, Emma, mon enfant, mais expliquez-moi !» Et l'autre répondait avec des sanglots. « Je ne sais pas, c'est une malédiction. » L'apothicaire les sépara. « Ces horribles détails sont inutiles, j'en instruirai monsieur. Voici le monde qui vient. Oh, de la dignité, fichtre, de la philosophie. » Le pauvre garçon voulut paraître fort et il répéta plusieurs fois. « Oui, du courage. »« Eh bien, s'écria le bonhomme, j'en aurai, nom d'un tonnerre de Dieu. Je m'en vas la conduire jusqu'au bout. » La cloche tintait, tout était prêt, il fallut se mettre en marche. Et, assis dans une stalle du chœur, l'un près de l'autre, ils virent passer devant eux et repasser continuellement les 3 chantres qui psalmodiaient. Le serpent soufflait à pleine poitrine. Monsieur Bournisien, en grand appareil, chantait d'une voix aiguë. Il saluait le tabernacle, élevait les mains, étendait les bras. Lestiboudois circulait dans l'église avec sa latte de baleine. Près du lutrin, la bière reposait entre 4 rangs de cierges. Charles avait envie de se lever pour les éteindre. Il tâchait cependant de s'exciter à la dévotion, de s'élancer dans l'espoir d'une vie future où il la reverrait. Il imaginait qu'elle était partie en voyage bien loin depuis longtemps. Mais quand il pensait qu'elle se trouvait là-dessous et que tout était fini, qu'on l'emportait dans la terre, il se prenait d'une rage farouche, noire, désespérée. Parfois il croyait ne plus rien sentir et il savourait cet adoucissement de sa douleur tout en se reprochant d'être un misérable. On entendit sur les dalles comme le bruit sec d'un bâton ferré qui les frappait à temps égaux. Cela venait du fond et s'arrêta court dans les bas-côtés de l'église. Un homme en grosse veste brune s'agenouilla péniblement. C'était Hippolyte, le garçon du lion d'or. Il avait mis sa jambe neuve. L'un des chantres vint faire le tour de la nef pour quêter, et les gros sous les uns après les autres sonnaient dans le plat d'argent. « Dépêchez-vous donc, je souffre, moi !» s'écria Bovary tout en lui jetant avec colère une pièce de 5 francs. L'homme d'église le remercia par une longue révérence. On chantait, on s'agenouillait, on se relevait, cela n'en finissait pas. Il se rappela qu'une fois dans les premiers temps, ils avaient ensemble assisté à la messe, et il s'était mis de l'autre côté, à droite, contre le mur. La cloche recommença. Il y eut un grand mouvement de chaises. Les porteurs glissèrent leurs 3 bâtons sous la bière et l'on sortit de l'église. Justin alors parut sur le seuil de la pharmacie. Il y rentra tout à coup, pâle, chancelant. On se tenait aux fenêtres pour voir passer le cortège. Charles en avant se cambrait la taille. Il affectait un air brave et saluait d'un signe ceux qui, débouchant des ruelles ou des portes, se rangeaient dans la foule. Les 6 hommes, 3 de chaque côté, marchaient au petits pas et en haletant un peu. Les prêtres, les chantres et les 2 enfants de chœur récitaient le De Profundis, et leur voix s'en allait sur la campagne, montant et s'abaissant avec des ondulations. Parfois ils disparaissaient au détour du sentier, mais la grande croix d'argent se dressait toujours entre les arbres. Les femmes suivaient, couvertes de mantes noires à capuchons rabattus.
Elle portait à la main un gros cierge qui brûlait, et Charles se sentit défaillir à cette continuelle répétition de prières et de flambeaux sous ces odeurs affadissantes de cire et de soutane. Une brise fraîche soufflait, les seigles et les colzas verdoyaient, des gouttelettes de rosée tremblaient au bord du chemin sur les haies d'épines. Toutes sortes de bruits joyeux emplissaient l'horizon. Le claquement d'une charrette roulant au loin dans les ornières, le cri d'un coq qui se répétait, ou la galopade d'un poulain que l'on voyait s'enfuir sous les pommiers. Le ciel pur était tacheté de nuages roses. Des fumignon bleuâtres se rabattaient sur les chaumières couvertes d'iris. Charles, en passant, reconnaissait les cours. Il se souvenait des matins comme celui-ci où, après avoir visité quelques malades, il en sortait et retournait vers elles. Le drap noir, semé de larmes blanches, se levait de temps à autre en découvrant la bière. Les porteurs, fatigués, se ralentissaient, et elle avançait par saccades continues, comme une chaloupe qui tangue à chaque flot. On arriva. Les hommes continuèrent jusqu'en bas, à une place dans le gazon où la fosse était creusée. On se rangea tout autour, et tandis que le prêtre parlait, la terre rouge, rejetée sur les bords, coulait par les coins sans bruit, continuellement. Puis, quand les 4 cordes furent disposées, on poussa la bière dessus. Il la regarda descendre. Elle descendait toujours. Enfin, on entendit un choc. Les cordes en grinçant remontèrent. Alors Bournisien prit la bêche que lui tendait Lestiboudois. De sa main gauche, tout en aspergeant de la droite, il poussa vigoureusement une large pelletée. Et le bois du cercueil, heurté par les cailloux, fit ce bruit formidable qui nous semble être le retentissement de l'éternité. L'ecclésiastique passa le goupillon à son voisin, c'était M. Homais. Il le secoua gravement, puis le tendit à Charles, qui s'affaissa jusqu'aux genoux dans la terre, et il en jetait à pleine main tout en criant « Adieu !» Il lui envoyait des baisers, il se traînait vers la fosse pour s'y engloutir avec elle. On l'emmena, et il ne tarda pas à s'apaiser, éprouvant peut-être comme tous les autres la vague satisfaction d'en avoir fini. Le père Rouault, en revenant, se mit tranquillement à fumer une pipe, ce que Homais, dans son fort intérieur, jugea peu convenable. Il remarquait de même que M. Binet s'était abstenu de paraître, que Tuvache avait filé après la messe, et que Théodore, la domestique du notaire, portait un habit bleu. Comme si on ne pouvait pas trouver un habit noir, puisque c'est l'usage, que diable. Et pour communiquer ses observations, il allait d'un groupe à l'autre. On y déplorait la mort d'Emma, et surtout l'heureux qui n'avait point manqué de venir à l'enterrement. Cette pauvre petite dame, quelle douleur pour son mari! L'apothicaire reprenait. Sans moi, savez-vous bien, il se serait porté sur lui-même à quelque attentat funeste, hein. Une si bonne personne, dire pourtant que je l'ai encore vu samedi dernier dans ma boutique. Je n'ai pas eu le loisir, dit Homais, de préparer quelques paroles que j'aurais jetées sur sa tombe. En rentrant, Charles se déshabilla et le père Rouault repassa sa blouse bleue. Elle était neuve et comme il s'était pendant la route souvent essuyé les yeux avec les manches, elle avait des teints sur sa figure, et la trace des pleurs y faisait des lignes dans sa couche de poussière qui la salissait. Madame Bovary mère était avec eux. Ils se taisaient tous les 3. Enfin, le bonhomme soupira. « Vous rappelez-vous, mon ami, que je suis venu à Tostes une fois quand vous veniez de perdre votre première défunte? Je vous consolais dans ce temps-là. Je trouvais quoi dire, mais à présent... » Puis avec un long gémissement qui souleva toute sa poitrine. « Ah, c'est la fin pour moi, voyez-vous. J'ai vu partir ma femme, mon fils après, et voilà ma fille aujourd'hui. » Il voulut s'en retourner tout de suite au Berthaud, disant qu'il ne pourrait pas dormir dans cette maison-là. Il refusa même de voir sa petite-fille. « Non, non, ça me ferait trop de deuil. Seulement, vous l'embrasserez bien. Adieu, vous êtes un bon garçon. Et puis jamais j'oublierai ça, dit-il en se frappant la cuisse. N'ayez peur. Vous recevrez toujours votre dinde. » Mais quand il fut en haut de la côte, il se détourna comme autrefois il s'était détourné sur le chemin de Saint-Victor en se séparant d'elle. Les fenêtres du village étaient tout en feu sous les rayons obliques du soleil qui se couchait dans la prairie. Il mit sa main devant ses yeux, et il aperçut à l'horizon un enclos de murs où des arbres çà et là faisaient des bouquets noirs entre des pierres blanches. Puis il continua sa route, au petit trot, car son bidet boitait. Charles et sa mère restèrent le soir, malgré leur fatigue, fort longtemps à causer ensemble. Ils parlèrent des jours d'autrefois et de l'avenir. Elle viendrait habiter Yonville, elle tiendrait son ménage, ils ne se quitteraient plus. Elle fut ingénieuse et caressante, se réjouissant intérieurement à ressaisir une affection qui depuis tant d'années lui échappait. Minuit sonna, le village comme d'habitude était silencieux, et Charles, éveillé, pensait toujours à elle. Rodolphe, qui pour se distraire avait battu le bois toute la journée, dormait tranquillement dans son château. Et Léon, là-bas, dormait aussi. Il y en avait un autre qui, à cette heure-là, ne dormait pas. Sur la fosse, entre les sapins, un enfant pleurait agenouillé, et sa poitrine brisée par les sanglots haletait dans l'ombre sous la pression d'un regret immense plus doux que la lune et plus insondable que la nuit. La grille tout à coup craqua.
C'était Lestiboudois. Il venait chercher sa bêche qu'il avait oubliée tantôt. Il reconnut Justin escaladant le mur et sut alors à quoi s'en tenir sur le malfaiteur qui lui dérobait ses pommes de terre. Chapitre 11, le dernier. Charles, le lendemain, fit revenir la petite. Elle demanda à sa maman. On lui répondit qu'elle était absente, qu'elle lui rapporterait des joujoux. Berthe en reparla plusieurs fois, puis à la longue, elle n'y pensa plus. La gaieté de cet enfant navrait Bovary, et il avait à subir les intolérables consolations du pharmacien. Les affaires d'argent bientôt recommencèrent. Monsieur Lheureux excitant de nouveau son ami Vinsart, et Charles s'engagea pour des sommes exorbitantes, car jamais il ne voulut consentir à laisser vendre le moindre des meubles qui lui avaient appartenu. Sa mère en fut exaspérée, il s'indigna plus fort qu'elle. Il avait changé tout à fait. Elle abandonna la maison. Alors, chacun se mit à profiter. Mademoiselle Lempereur réclama 6 mois de leçons, bien qu'Emma n'en eût jamais pris une seule, malgré cette facture acquittée qu'elle avait fait voir à Bovary. C'était une convention entre elles deux. Le loueur de livres réclama 3 ans d'abonnement. La mère Rollet réclama le port d'une 20aine de lettres, et comme Charles demandait des explications, elle eut la délicatesse de répondre « Ah, je ne sais rien, c'était pour ses affaires ». À chaque dette qu'il payait, Charles croyait en avoir fini. Il en survenait d'autres continuellement. Il exigea à l'arriéré d'anciennes visites. On lui montra les lettres que sa femme avait envoyées. Alors il fallut faire des excuses. Félicité portait maintenant les robes de madame. Non pas toutes, car il en avait gardé quelques-unes, et il les allait voir dans son cabinet de toilette où il s'enfermait. Comme elle était à peu près de sa taille, souvent, lorsqu'elle sortait de la chambre, Charles, en l'apercevant par derrière, était saisi d'une illusion et s'écriait « Oh, reste, reste !» Mais à la Pentecôte, elle décampa d'Yonville, enlevée par Théodore, et en volant tout ce qui restait de la garde-robe. Ce fut vers cette époque que Madame Veuve Dupuis eut l'honneur de lui faire part du mariage de Monsieur Léon Dupuis, son fils, notaire à Yvetot, avec Mademoiselle Léocadie Leboeuf de Bondeville. Charles, parmi les félicitations qu'il lui adressa, écrivit cette phrase « Comme ma pauvre femme aurait été heureuse ». Un jour, qu'errant sans but dans la maison, il était monté jusqu'au grenier, il sentit sous sa pantoufle une boulette de papier fin. Il l'ouvrit et il lut « Du courage, Emma, du courage. Je ne veux pas faire le malheur de votre existence. » C'était la lettre de Rodolphe, tombée à terre entre des caisses et qui était restée là, et que le vent de la lucarne venait de pousser vers la porte. Et Charles demeura tout immobile et béant à cette même place, où jadis, encore plus pâle que lui, Emma, désespérée, avait voulu mourir. Enfin, il découvrit un petit R au bas de la seconde page. Qu'était-ce? Il se rappela les assiduités de Rodolphe, sa disparition soudaine et l'air contraint qu'il avait eu en le rencontrant depuis 2 ou 3 fois. Mais le ton respectueux de la lettre l'illusionna. Ils se sont peut-être aimés platoniquement, se dit-il. D'ailleurs, Charles n'était pas de ceux qui descendent au fond des choses. Il recula devant l'épreuve, et sa jalousie incertaine se perdit dans l'immensité de son chagrin. On avait dû, pensait-il, l'adorer. Tous les hommes à coup sûr l'avaient convoitée. Elle lui en parut plus belle, et il en conçut un désir permanent, furieux, qui enflammait son désespoir et qui n'avait pas de limite parce qu'il était maintenant irréalisable. Pour lui plaire, comme si elle vivait encore, il adopta ses prédilections, ses idées. Il s'acheta des bottes vernies, il prit l'usage des cravates blanches, il mettait du cosmétique à ses moustaches, il souscrivit comme elle des billets à ordre. Elle le corrompait par-delà le tombeau. Il fut obligé de vendre l'argenterie pièce à pièce. Ensuite, il vendit les meubles du salon. Tous les appartements se dégarnirent, mais la chambre, sa chambre à elle, était restée comme autrefois. Après son dîner, Charles montait là. Il poussait devant le feu la table ronde et il approchait son fauteuil. Il s'asseyait en face. Une chandelle brûlait dans un des flambeaux dorés. Berthe, près de lui, enluminait des estampes. Il souffrait, le pauvre homme, à la voir si mal vêtue, avec ses brodequins sans lacets et l'emmanchure de ses blouses déchirées jusqu'aux hanches, car la femme de ménage n'en prenait guère de soucis. Mais elle était si douce, si gentille, et sa petite tête se penchait si gracieusement en laissant retomber sur ses joues roses sa bonne chevelure blonde, qu'une délectation infinie l'envahissait, plaisir tout mêlé d'amertume, comme ces vins mal faits qui sentent la résine. Il raccommodait ses joujoux, lui fabriquait des pantins avec du carton ou recousait le ventre déchiré de ses poupées. Puis, s'il rencontrait des yeux la boîte à ouvrage, un ruban qui traînait ou même une épingle restée dans une fente de la table, il se prenait à rêver, et il avait l'air si triste qu'elle devenait triste comme lui. Personne à présent ne venait les voir, car Justin s'était enfui à Rouen, où il est devenu garçon épicier, et les enfants de l'apothicaire fréquentaient de moins en moins la petite. M. Homais ne se souciant pas, vu la différence de leurs conditions sociales, que l'intimité se prolongea.
L'aveugle, qu'il n'avait pu guérir avec sa pommade, était retourné dans la côte du Bois-Guillaume, où il narrait aux voyageurs la vaine tentative du pharmacien, à tel point que Homais, lorsqu'il allait à la ville, se dissimulait derrière les rideaux de l'hirondelle afin d'éviter sa rencontre. Il l'exécrait, et dans l'intérêt de sa propre réputation, voulant s'en débarrasser à toute force, il dressa contre lui une batterie cachée qui décelait la profondeur de son intelligence et la scélératesse de sa vanité. Durant 6 mois consécutifs, on put donc lire dans le Fanal de Rouen des entrefilets ainsi conçus. Toutes les personnes qui se dirigent vers les fertiles contrées de la Picardie auront remarqué sans doute, dans la côte du Bois-Guillaume, un misérable atteint d'une horrible plaie faciale. Il vous importune, vous persécute et prélève un véritable impôt sur les voyageurs. Sommes-nous encore à ces temps monstrueux du Moyen-Âge où il était permis aux vagabonds d'étaler par nos places publiques la lèpre et les scrofules qu'ils avaient rapportés de la croisade? Ou bien, malgré les lois contre le vagabondage, les abords de nos grandes villes continuent à être infestés par des bandes de pauvres. On en voit qui circulent isolément et qui peut-être ne sont pas les moins dangereux. À quoi songent nos édiles? Puis Homais inventait des anecdotes. Hier, dans la côte du Bois-Guillaume, un cheval ombrageux, et suivait le récit d'un accident occasionné par la présence de l'aveugle. Il fit si bien qu'on l'incarcéra. Mais on le relâcha. Il recommença et Homais aussi recommença. C'était une lutte. Il eut la victoire, car son ennemi fut condamné à une réclusion perpétuelle dans un hospice. Ce succès l'enhardit, et dès lors il n'y eut plus dans l'arrondissement un chien écrasé, une grange incendiée, une femme battue, dont aussitôt il ne fit part au public, toujours guidé par l'amour du progrès et la haine des prêtres. Il établissait des comparaisons entre les écoles primaires et les frères ignorantins au détriment de ces derniers, rappelait la Saint-Barthélemy à propos d'une allocation de 100 francs faite à l'église, et dénonçait les abus, lançait les boutades. C'était son mot. Homais sapait. Il devenait dangereux. Cependant, il étouffait dans les limites étroites du journalisme. Et bientôt il lui fallut le livre, l'ouvrage. Alors il composa une statistique générale du canton d'Yonville, suivie d'observations climatologiques. Et la statistique le poussa vers la philosophie. Il se préoccupa des grandes questions, problèmes sociaux, moralisation des classes pauvres, pisciculture, caoutchouc, chemin de fer, etc. Il en vint à rougir d'être un bourgeois. Il affectait le genre artiste. Il fumait. Il s'acheta 2 statuettes chic Pompadour pour décorer son salon. Il n'abandonnait point la pharmacie, au contraire. Il se tenait au courant des découvertes. Il suivait le grand mouvement des chocolats. C'est le premier qui fait venir dans la scène inférieure du Choca et de la Revalencia. Il s'est pris d'enthousiasme pour les chaînes hydroélectriques, Pulvermacher. Il en portait une lui-même. Et le soir, quand il retirait son gilet de flanelle, Madame Homais restait tout éblouie devant la spirale d'or sous laquelle il disparaissait et sentait redoubler ses ardeurs pour cet homme plus garrotté qu'un Scythe et splendide comme un mage. Il eut de belles idées à propos du tombeau d'Emma. Il proposa d'abord un tronçon de colonne avec une draperie, ensuite une pyramide, puis un temple de Vesta, une matière de rotonde, ou bien un amas de ruines. Et dans tous les plans, Homais ne débordait point du saule pleureur qu'il considérait comme le symbole obligé de la tristesse. Charles et lui firent ensemble un voyage à Rouen pour voir des tombeaux chez un entrepreneur de sépulture, accompagné d'un artiste peintre, un nommé Vaufrylard, ami de Bridoux, et qui tout le temps débita des calembours. Enfin, après avoir examiné une centaine de dessins, s'être commandé un devis et avoir fait un second voyage à Rouen, Charles se décida pour un mausolée qui devait porter sur ses 2 faces principales un génie tenant une torche éteinte. Quant à l'inscription, Homais ne trouvait rien de beau comme « Sta viator » et il en restait là. Il se creusait l'imagination, il répétait continuellement « Sta viator ». Enfin, il découvrit « Amabilem conjugem calcas » qui fut adopté. Une chose étrange, c'est que Bovary, tout en pensant à Emma continuellement, l'oubliait. Et il se désespérait à sentir cette image lui échapper de la mémoire au milieu des efforts qu'il faisait pour la retenir. Chaque nuit, pourtant, il la rêvait. C'était toujours le même rêve. Il s'approchait d'elle, mais quand il venait à l'étreindre, elle tombait en pourriture dans ses bras. On le vit pendant une semaine entrer le soir à l'église. M. Bournisien lui fit même 2 ou 3 visites, puis l'abandonna. D'ailleurs, le bonhomme tournait à l'intolérance, au fanatisme, disait Homais. Il fulminait contre l'esprit du siècle et ne manquait pas tous les 15 jours au sermon de raconter l'agonie de Voltaire, lequel mourut en dévorant ses excréments comme chacun sait. Malgré l'épargne où vivait Bovary, il était loin de pouvoir amortir ses anciennes dettes. L'heureux refusa de renouveler aucun billet. La saisie devint imminente. Alors il eut recours à sa mère, qui consentit à lui laisser prendre une hypothèque sur ses biens. Mais en lui envoyant force récriminations contre Emma, et elle demandait en retour de son sacrifice un châle échappé aux ravages de Félicité. Charles le lui refusa, ils se brouillèrent. Elle fit les premières ouvertures de raccommodement, en lui proposant de prendre chez elle la petite qui la soulagerait dans sa maison.
Charles y consentit. Mais au moment du départ, tout courage l'abandonna, alors ce fut une rupture définitive, complète. À mesure que ses affections disparaissaient, il se resserrait plus étroitement à l'amour de son enfant. Elle l'inquiétait cependant, car elle toussait quelquefois et avait des plaques rouges aux pommettes. En face de lui s'étalait, florissante et hilare, la famille du pharmacien, que tout au monde contribuait à satisfaire. Napoléon l'aidait au laboratoire, Athalie lui brodait un bonnet grec, Irma découpait des rondelles de papier pour couvrir les confitures, et Franklin récitait tout d'une haleine la table de Pythagore. Il était le plus heureux des pères, le plus fortuné des hommes. Erreur. Une ambition sourde le rongeait. Homais désirait la croix. Les titres ne lui manquaient point. Numéro 1, s'être lors du choléra signalé par un dévouement sans bornes. Numéro 2, avoir publié et à mes frais différents ouvrages d'utilité publique tels que, et il rappelait son mémoire intitulé du cidre, de sa fabrication et de ses effets, plus des observations sur le puceron lanigueur envoyé à l'académie, son volume de statistiques et jusqu'à sa thèse de pharmacien. Sans compter que je suis membre de plusieurs sociétés savantes, il l'était d'une seule. Enfin, s'écriait-il en faisant une pirouette, quand ce ne serait que me signaler aux incendies. Alors Homais inclina vers le pouvoir. Il rendit secrètement à monsieur le préfet de grands services dans les élections. Il se vendit, enfin, il se prostitua. Il adressa même au souverain une pétition où il le suppliait de lui faire justice. Il l'appelait notre bon roi et le comparait à Henri IV. Et chaque matin, l'apothicaire se précipitait sur le journal pour y découvrir sa nomination. Elle ne venait pas. Enfin, n'y tenant plus, il fit dessiner dans son jardin un gazon figurant l'étoile de l'honneur avec 2 petits tortillons d'herbe qui partaient du sommet pour imiter le ruban. Il se promenait autour, les bras croisés, en méditant sur l'ineptie du gouvernement et l'ingratitude des hommes. Par respect, ou par une sorte de sensualité qui lui faisait mettre de la lenteur dans ses investigations, Charles n'avait pas encore ouvert le compartiment secret d'un bureau de palissandre dont Emma se servait habituellement. Un jour enfin, il s'assit devant, tourna la clé et poussa le ressort. Toutes les lettres de Léon s'y trouvaient. Plus de doute cette fois. Il dévora jusqu'à la dernière, fouilla dans tous les coins, tous les meubles, tous les tiroirs, derrière les murs, sanglotant, hurlant, éperdu, fou. Il découvrit une boîte, la défonça d'un coup de pied. Le portrait de Rodolphe lui sauta en plein visage, au milieu des billets doux bouleversés. On s'étonna de son découragement. Il ne sortait plus, ne recevait personne, refusait même d'aller voir ses malades. Alors on prétendit qu'il s'enfermait pour boire. Quelquefois, pourtant, un curieux se haussait par-dessus la haie du jardin et apercevait avec ébahissement cet homme à barbe longue, couvert d'habits sordides, farouches, et qui pleurait tout haut en marchant. Le soir, dans l'été, il prenait avec lui sa petite fille et la conduisait au cimetière. Il s'en revenait à la nuit close quand il n'y avait plus d'éclairé sur la place que la lucarne de Binet. Cependant, la volupté de sa douleur était incomplète, car il n'avait autour de lui personne qui la partageât, et il faisait des visites à la mère de François afin de pouvoir parler d'elle. Mais l'aubergiste ne l'écoutait que d'une oreille, ayant comme lui des chagrins, car M. Lheureux venait enfin d'établir les favorites du commerce, et Yverte, qui jouissait d'une grande réputation pour les commissions, exigeait un surcroît d'appointements et menaçait de s'engager à la concurrence. Un jour qu'il était allé au marché d'Argueil pour y vendre son cheval, dernière ressource, il rencontra Rodolphe. Ils pâlirent en s'apercevant. Rodolphe, qui avait seulement envoyé sa carte, balbutia d'abord quelques excuses, puis s'enhardit et même poussa l'aplomb, il faisait très chaud, on était au mois d'août, jusqu'à l'inviter à prendre une bouteille de bière au cabaret. Accoudé en face de lui, il mâchait son cigare tout en causant, et Charles se perdait en rêverie devant cette figure qu'elle avait aimée. Il lui semblait revoir quelque chose d'elle. C'était un émerveillement. Il aurait voulu être cet homme. L'autre continuait à parler culture, bestiaux, engrais, bouchant avec des phrases banales tous les interstices où pouvait se glisser une allusion. Charles ne l'écoutait pas. Rodolphe s'en apercevait, et il suivait sur la mobilité de sa figure le passage des souvenirs. Elle s'empourprait peu à peu, les narines battaient vite, les lèvres frémissaient. Il y eut même un instant où Charles, plein d'une fureur sombre, fixa ses yeux contre Rodolphe, qui, dans une sorte d'effroi, s'interrompit. Mais bientôt la même lassitude funèbre réapparut sur son visage. « Je ne vous en veux pas, » dit-il. Rodolphe était resté muet, et Charles, la tête dans les 2 mains, reprit d'une voix éteinte et avec l'accent résigné des douleurs infinies. « Non, je ne vous en veux plus. » Il ajouta même un grand mot, le seul qu'il ait jamais dit. « C'est la faute de la fatalité. » Rodolphe, qui avait conduit cette fatalité, le trouva bien débonnaire pour un homme dans sa situation. Comique même et un peu vil. Le lendemain, Charles alla s'asseoir sur le banc dans la tonnelle. Des jours passaient par le treillis. Les feuilles de vigne dessinaient leur ombre sur le sable. Le jasmin embaumait, le ciel était bleu. Des cantharides bourdonnaient autour des lys en fleurs.
et Charles suffoquait comme un adolescent sous les vagues effluves amoureux qui gonflaient son cœur chagrin. À 7 heures, la petite Berthe, qui ne l'avait pas vu de tout l'après-midi, vint le chercher pour dîner. Il avait la tête renversée contre le mur, les yeux clos, la bouche ouverte, et tenait dans ses mains une longue mèche de cheveux noirs. « Papa, viens donc !» dit-elle. Et croyant qu'il voulait jouer, elle le poussa doucement. Il tomba par terre. Il était mort. 36 heures après, sur la demande de l'apothicaire, M. Canivet accourut. Il l'ouvrit et ne trouva rien. Quand tout fut vendu, il resta 12 francs 60 et 15 centimes qui servirent à payer le voyage de mademoiselle Bovary chez sa grand-mère. La bonne femme mourut dans l'année même. Le père Rouault étant paralysé, ce fut une tante qui s'en chargea. Elle est pauvre et l'envoie pour gagner sa vie dans une filature de coton. Depuis la mort de Bovary, 3 médecins se sont succédés à Yonville sans pouvoir y réussir, tant M. Homais les a tout de suite battus en brèche. Il fait une clientèle d'enfer. L'autorité le ménage et l'opinion publique le protège. Il vient de recevoir la croix d'honneur. Et c'est fini. Et c'est trop triste. Oh la vache. En vrai, c'est ouf parce que on parle autant de Monsieur Homais dans ce bouquin que de Madame Bovary quasiment. C'est un truc de ouf, au final, parce que je sais que souvent on a tendance à dire que Flaubert, au final, a voulu écrire sur Monsieur Bovary et pas sur Emma spécialement, tu vois, que c'est Charles le héros romantique de cette histoire et pas Emma. Et c'est vrai que Charles, sur la fin, justement, c'est assez touchant parce que il agit comme Emma l'aurait fait, même au niveau du cercueil, genre de mettre 3 cercueils l'un sur l'autre avec une couche de velours, enfin... Allô? Et il perd ce côté justement très rationnel et il est complètement guidé par ses émotions et sa passion. Mais au final, c'est Homais qui monopolise le récit quasiment. On le voit pas au début. C'est vrai qu'il apparaît vers les après le premier tiers du livre, je pense. Mais par contre, je pense que Homais a beaucoup plus parlé que Charles et Emma réunis. Vraiment, on le croise tout le temps, il monopolise la parole tout le temps, et le dernier mot du livre, il est pour lui. Et il a eu ce qu'il voulait. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Je me rappelais pas qu'il était à ce point au centre de tout. Quelle lecture. Quelle lecture, quel roman, quelle aventure. C'est fou parce qu'il y a vraiment un mélange de réalisme noir et hyper triste. Et cette espèce de lyrisme aussi, du coup, qui est voulu par Emma et même par Charles, finalement. Qu'ils n'arrivent pas à concrétiser ou qu'ils le réalisent trop tard. Donc en fait, c'est un échec. Et à côté, t'as Monsieur Homais. La dernière phrase du livre est pour Monsieur Homais. Non mais, c'est fort. Tu sais, en général, les dernières phrases de livre, c'est un peu genre... c'est comme la première, c'est hyper important, tu vois. Ça conclut toute une œuvre. Là, c'est pour lui, quoi. Et il a sa croix d'honneur. C'est tellement pas un mec bien. C'est vraiment genre... c'est vraiment le mec trivial. C'est vraiment le mec égoïste qui pense qu'à sa gueule. Il agit par intérêt. Et c'est lui qui a ce qu'il veut, c'est lui qui réussit tout, c'est tellement injuste. Ah, purée. Je pense que c'est ça, en fait, surtout le vrai réalisme de l'histoire. En fait, on va dire, il y a aussi le côté, justement, pour combattre le romantisme échevelé de l'amour, et qu'au final, c'est très trivial, les relations adultères, etc. Mais ça, c'est pas Roméo et Juliette, quoi. Mais par contre, il y a aussi ce côté-là où, justement, c'est pas forcément les gentils qui s'en sortent, et c'est pas forcément des gros monstres non plus, les gens méchants. Monsieur Homais, c'est pas un monstre. C'est juste un arriviste. Il prend ce qui l'intéresse, quoi. Et puis il manipule. Le coup de l'aveugle. Le coup de l'aveugle où il écrit dans les journaux en disant que il arrive à faire incarcérer un mec qui a rien fait juste pour protéger son image. Juste parce que ça le vexait que l'autre dise la vérité. C'est même pas que ça lui nuisait, ça le vexait. J'avais jamais réalisé à quel point Monsieur Homais était... j'allais dire un méchant. J'allais dire pas un mec bien, je sais pas comment expliquer ça. En même temps, j'avoue que j'ai extrêmement chaud. Ma capacité de raisonnement est légèrement amoindrie. Mais on a terminé, les enfants. On a terminé Madame Bovary et je suis tellement heureuse d'avoir vécu tout ça avec vous. Alors, je vais pas enchaîner avec une autre lecture tout de suite, tout simplement parce que pendant l'été, je serai pas beaucoup à la maison. Enfin, je serai beaucoup à la maison, mais il y a plein de moments où je vais pas être là et ça serait trop compliqué de tenir une lecture de manière régulière.
Par contre, si ça vous intéresse que j'en refasse une, n'hésitez pas à le dire en commentaire et pourquoi pas à me suggérer des titres qui vous intéresseraient, que des classiques par contre, parce que sinon il y a un problème de droit. Je pourrais pas lire par exemple, je ne sais pas, Le Prieuré de l'Oranger, La Maison au milieu de la mer sur l'Aisne, etc. parce que c'est récent et que les auteurs sont rémunérés sur leurs titres. Si je lisais leurs bouquins, ça serait du vol. Les classiques, on a le droit puisque ce sont des ouvrages libres de droit. Et du coup, voilà, si vous avez des classiques que vous avez envie de découvrir en ma compagnie, n'hésitez pas à me proposer en commentaire, du coup, ce qui vous intéresserait. Et ça serait, je pense, pour la rentrée ou octobre, en tout cas, voilà, pour la fin de l'été, que je reprendrai. J'ai vraiment hâte de savoir, déjà, si ce concept vous a plu, si vous avez apprécié cette lecture, cette découverte, ce que vous avez pensé de l'ouvrage dans sa globalité également, ce que vous avez ressenti, vos analyses, vos perceptions de tout ça. Enfin, moi, je pense que je pourrais en parler super longtemps, mais... C'était un vrai bonheur de relire ça, surtout à voix haute. Je pense qu'on prend conscience davantage de plein de choses en lisant à voix haute, mine de rien. Et j'ai l'impression d'avoir redécouvert encore une fois ce bouquin. Donc écoutez, je vous laisse là, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite plein de belles lectures. Mouah, à très très vite.